Bonjour, je m'appelle Juliette Aleite, je suis architecte urbaniste, docteur en sociologie à la Sorbonne et professeur en architecture et urbanisme à l'Université fédérale de Pernambuco au Brésil. Je suis donc brésilienne et pour cette leçon en vidéo, j'ai préparé des images et aussi un texte pour bien me guider dans mon exposé. Je vais donc ouvrir tout d'abord la présentation que je vais partager avec vous, un exposé sur les imaginaires urbains et les espaces publics. Cette leçon en vidéo répond à une invitation du laboratoire African Innovation Network dans le cadre d'un parcours recherche-création en analyse et design des espaces publics en Afrique, qui propose le défi de réimaginer les espaces publics. Mon exposé se divise en deux parties. Dans une première partie, je vais introduire la notion de l'imaginaire en lien avec la ville, en disant en quoi les imaginaires peuvent constituer un cadre pertinent pour l'analyse et le design des espaces publics. Et dans la deuxième partie, je vais présenter une méthode spécifique pour enquêter les imaginaires urbains, l'ATL9, l'archétype test du lieu à 9 éléments, en expliquant de quoi s'agit-elle, cette méthode, à quoi sert-elle et comment l'utiliser. J'aimerais commencer par une question qui traverse mes recherches depuis quelque temps. Comment pouvons-nous comprendre la réalité dynamique et changeante des espaces urbains? Cette question s'inscrit dans une critique de l'urbanisme classique qui tend à concevoir la ville uniquement en termes de fonctions, comme une totalité homogène, compacte. Une telle vision a pour effet de réduire la diversité qui caractérise la ville, menant souvent à une généralisation. Or, nous le savons bien, que ce soit au Brésil, en Afrique ou ailleurs, les villes sont traversées par une pluralité d'imaginaires, des cultures, des rythmes de vie, des temporalités. Pour dépasser cette vision fonctionnaliste et limitée de l'urbain, j'ai choisi d'adopter une approche qui s'intéresse aux formes sensibles de la ville, aux ambiances, aux qualités perceptives de certains lieux, telles qu'elles sont ressenties et racontées, à travers la parole, les gestes, les possibilités du langage. Autrement dit, il s'agit d'observer la ville à partir des pratiques situées dans des espaces concrets, dans un va-et-vient entre les sujets et l'environnement urbain. Car au fond, l'humain et la ville se façonnent mutuellement. L'humain et la ville étant un l'image de l'autre. Mais pourquoi les imaginaires? Parce qu'ils nous présentent les véritables archives de la ville. C'est ce que Michel de Certeau suggère lorsqu'il parle du langage de l'imaginaire urbain, fait des gestes, des pratiques du quotidien, des savoir-faire, des récits ordinaires. Autrement dit, un langage vivant, incarné, qui révèle ce que la ville signifie réellement pour ceux qui l'habitent, au-delà des plans et des statistiques. L'interprétation des sensations et des émotions liées au lieu reste encore trop peu mobilisée par les pratiques urbanistiques contemporaines, alors même que ces données sensibles ouvrent un accès direct à l'imaginaire des espaces. Or, on ne peut pas analyser les transformations de la ville sans prendre en compte les images que les habitants produisent, échangent et transmettent à propos de leur territoire. Les images de la ville, à travers les représentations, les mémoires, les émotions, nous aident à restituer la narrativité des espaces. Il s'agit des espaces qui parlent, qui portent la voix des habitants dans la vie quotidienne, dans les manières d'habiter, à travers les pratiques ancrées dans la matérialité des formes, car la ville est à la fois une production imaginaire, matérielle et culturelle. Je prends donc l'idée chère à Michel de Certeau d'explorer les possibilités du langage pour révéler les narrativités de la ville. Car, comme il souligne, restaurer cette narrativité de l'espace habité, c'est aussi une tâche de réhabilitation symbolique
mais aussi politique. Je commence alors à travailler la notion d'imaginaire. La réflexion sur l'imaginaire que je mobilise dans mes recherches est elle-même profondément pluridisciplinaire. Parmi les principaux auteurs de référence, je citerai Gaston Bachelard, Gilbert Durand, Pierre Sansot, Michel Maffezoli, ainsi que Daniel Pita, qui a joué un rôle central dans l'élaboration méthodologique dont je parlerai dans la deuxième partie. Selon Gilbert Durand, l'imaginaire est défini comme un ensemble d'images et de relations d'images intensement chargées d'affectivité qui organisent les rapports de l'homme au monde extérieur. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle l'imaginaire relèverait du domaine de l'illusion, du fantasme ou de l'irréel, je partage l'idée selon laquelle l'imaginaire donne du sens à notre manière d'être au monde. Il structure notre perception du temps, de l'espace, de la société et de nous-mêmes à travers un processus de sédimentation et de création permanent. Autrement dit, l'imaginaire n'est pas un simple reflet de la réalité non plus, c'est une condition relationnelle et réflexive. Il nous faut aussi aborder ce qui constitue le cœur de la notion d'imaginaire, les images. Aujourd'hui, nous vivons immergés dans des images, photographies, cinéma, publicité, discours politiques. Mais il est important de rappeler que même sans les moyens techniques modernes que nous avons aujourd'hui, l'être humain n'a jamais vécu sans images. Peinture rupestre, mythes anciens, poésie, théâtre. La formation des images dépend de la relation entre l'homme et son environnement, qu'il soit physique, naturel ou symbolique. Ces mondes d'images participent pleinement au processus de construction des sens partagés au sein des collectivités humaines. Et l'imagination, quant à elle, constitue une dynamique de mise en relation entre l'image et ce qui est vécu, dans un mouvement constant de production de signification. C'est ce qu'on appelle la symbolisation. Elle s'opère également à travers des processus comme la rêverie, la poésie, dans laquelle la signification se charge d'affaires. Ainsi, les imaginaires urbains, bien au-delà d'un simple réservoir d'images, reposent sur celles qui acquièrent une valeur symbolique, c'est-à-dire des images qui vont au-delà de l'empirique. Dans cette perspective, la ville devient un champ fertile pour l'élaboration des images et d'imaginaires. Les imaginaires urbains sont au cœur des processus sociaux, de la subjectivation, de la mémoire collective, des identifications, mais aussi des négociations politiques. Pour mes recherches, elles sont à la fois objets de réflexion et outils d'expérimentation. Comme le décrit Dominique Malaquais, la ville est le lieu d'un imaginaire porté à l'être par l'aspiration de ses habitants à faire d'elle ce qui, selon eux, elle pourrait être. L'imaginaire, à son tour, il donne naissance à de nouvelles cartographies mentales et matérielles qui proclament justement notre avenir collectif. Les imaginaires urbains peuvent aussi reproduire des visions hégémoniques, celles du mythe du progrès, des utopies modernistes des publicités architecturales, comme les infrastructures monumentales des stades de football, mais ils peuvent aussi faire émerger des formes contre-hégémoniques enracinées dans la sensibilité quotidienne, la mémoire partagée, les histoires de vie, l'art ou encore l'architecture vernaculaire et autochtone. Passons maintenant à la deuxième partie de mon exposé consacrée à la méthode ATL9, permettant d'opérationnaliser cette approche dans l'analyse des espaces publics en tenant compte des contextes géographiques, socio-économiques et culturels spécifiques. On voit qu'au Brésil, et peut-être aussi dans certaines régions d'Afrique, l'espace public est souvent perçu d'une manière très ancrée dans le quotidien, avec une fonction pratique et affective très différente de l'espace public de la modernité européenne, avec ses configurations propres et son esthétique singulière.
Au Brésil, par exemple, l'espace public comprend la rue, les trottoirs, les carrefours, les terrains de foot, mais certaines places populaires. Il est au service de la mobilité, de l'économie locale, mais il est aussi un lieu de vie, de célébration, de commémoration, un espace chargé d'affect et de mémoire collective. Il devient alors un territoire de corps visibles et invisibles, comme ceux des immigrés, des personnes diasporiques. C'est un espace de normativité et d'informalité, un lieu de contradiction, des conflits, mais aussi de rencontres et de passages. Il ne révèle plus uniquement une temporalité linéaire, mais bien d'un territoire affectif, traversé par la joie, la peur, l'angoisse et la nostalgie. Dans cette perspective, il devient pertinent d'analyser les espaces publics à partir de leurs imaginaires. Cela pose une question fondamentale liée à toute tentative d'étude expérimentale des imaginaires. Comment codifier, décrire et connaître objectivement des faits relatifs à la fonction symbolique des espaces sans pour autant détruire l'objet de cette recherche? Les tests ATL9, archétype test du lieu 9 éléments, a été élaboré dans les années 90 par Daniel Perrin Rocha Pita, anthropologue. L'ATL9 est une adaptation de test AT9, archétype test à 9 éléments, proposé par le psychologue Yves Durand, lui-même fortement inspiré par les travaux de Gilbert Durand, en particulier sa théorie de l'imaginaire. L'ATL9 était conçu pour mieux comprendre une réalité urbaine spécifique, celle d'une favela d'une ville de Recife au Brésil. La demande émanait d'un groupe d'architectes urbanistes qui souhaitaient concevoir un projet respectant l'organisation sociale déjà existante dans cette favela, ce lieu de rencontre, ces réseaux de voisinage, ces zones de conflit. Les tests consistent à faire émerger justement chez les participants une narration construite à partir de 9 archétypes symboliques. Les archétypes sont des symboles fondamentaux, matrices de représentation culturelle. Il s'agit de formes universelles, issues de l'expérience humaine collective, qui rend possible l'application du test, justement, dans des contextes culturels et territoriaux variés, justement parce qu'ils sont des symboles fondamentaux basés sur des formes universelles. Les 9 archétypes mobilisés dans la méthode ATL9 sont un personnage qui sert de stimulus central, la chute et les monstres qui font émerger les images liées au temps et la mort. Ce sont des archétypes d'anxiété, les refuges, l'épée et l'élément cyclique qui représentent des moyens d'activer des mécanismes de défense, l'animal et le feu qui par leur ambivalence symbolique, parfois ils peuvent avoir une connotation positive, parfois une connotation négative, sont intégrés et analysés selon une cohérence interne par la narration. Donc il faut bien comprendre le contexte de la narration pour analyser ces 3 derniers archétypes. La procédure d'application de l'ATL9 s'y distribue et se base principalement sur ces procédures, donc ces tâches que je vais décrire rapidement, parce qu'il y a aussi un article qui vous avez, mon article qui était partagé avec vous un peu plus de détails sur cette méthode, et aussi dans un autre moment où je interviendrai dans un atelier, je peux aussi explorer et expliquer davantage ces procédures. D'abord, on détermine un échantillon de la population. Cet échantillon s'établit en fonction des caractéristiques de la population, plutôt par rapport au nombre des habitants et aussi à la répétition de réponses. On travaille aussi des cartes. Il faut produire une carte et travailler, préparer avec les noms des rues,
pour les tracés principaux afin de permettre aux participants de s'orienter et s'identifier dans cette carte parce qu'il va dessiner dessus. Faire remplir un questionnaire sociologique classique permettant d'établir les profils socioculturels de chaque participant. Demander à chaque individu de dessiner les 9 archétypes sur la carte fournie, plaçant bien aux endroits qui, selon lui ou elle, leur correspondent. Donc, la demande, c'est de dessiner sur certains espaces. Et pour chaque dessin, après, on demande ce qui ou elle a voulu représenter, quelle fonction il attribue à cet élément, quelle signification symbolique il lui donne. Pour cela, nous avons aussi un questionnaire que je vais vous montrer un modèle qu'on a rempli, on a travaillé la dernière fois qu'on a travaillé cette méthode. Et là, il est écrit en portugais, mais on voit une colonne avec les noms de chaque archétype. La colonne A, elle présente la représentation. Ce sont des dessins qui ont été faits par les individus interviewés, ils ont placé sur la carte. On a pris une photo et on a collé dans la tabelle la synthèse. Après, on donne la signification. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce que chaque élément il peut signifier ou qui signifie pour l'interviewé? Les lieux, il était placé. On écrit le nom du lieu. Et après, on met la connotation s'il avait parmi ces récits, cette narration, si on voyait que l'archétype il avait une connotation positive ou négative. Après qu'on a les questionnaires et les cartes, on fait une analyse des symbolismes positifs et négatifs. Il s'agit de regarder les symboles positifs qui renvoient à la ville, la force, la joie, la paix, la sécurité, et les symboles négatifs qui renvoient à la mort et à la souffrance, comme la faiblesse, la tristesse, la peur, la défaite. On fait une carte avec tous les éléments, tous les archétypes où ils ont été placés. On prend toutes les cartes de chaque participant et à partir des couches, on fait une carte synthèse avec des symboles positifs et une autre carte avec des symboles négatifs. Après, on fait aussi une carte pour chaque archétype en localisant les occurrences positives et négatives. On a une carte où on met tous les archétypes du feu, par exemple, tous les archétypes de l'eau, de la chute, du monstre. Après, l'idée, c'est de retourner sur les terrains, pour observer à quoi correspondent les contradictions et les concentrations symboliques. Et aussi, l'idée, c'est de recueillir les récits complémentaires auprès des habitants afin d'approfondir la compréhension symbolique et affective de ces espaces. Ce qui permet la méthode ATEL9, elle permet d'identifier des faits symboliques sur un territoire, matérialisés par des dessins et des récits. Donc, les dessins faits par les interviewés et ces narrations mises en questionnaire. Elle permet aussi de mettre en évidence une organisation cohérente de ces faits symboliques. Les sujets cherchent à créer une unité symbolique à travers les narrations. Et elle permet aussi d'accéder à un procès de symbolisation important associé à ces faits rendus visibles grâce au questionnaire, associé à ces faits urbains. Donc, je vous montre un exemple d'une carte. Après que nous avons recueilli toutes les réponses, on a fait 25 questionnaires pour ces quartiers et on commence à voir la concentration de certains archétypes. Là, ce sont tous les archétypes. Et on a mis une couleur pour l'archétype quand il avait une connotation positive et le même archétype quand il avait une connotation négative, on a changé un petit peu la couleur. Et on voit comment il fait parler ou il fait visiblement identifier des lieux de fortes charges symboliques dans l'espace. Cette méthode permet de relever des dimensions sensibles de l'expérience collective, souvent inconscientes ou non dites, donc narrativisées d'une autre façon qui dépasse les discours officiels et normatifs.
Elle permet également de localiser sur la carte les zones de forte charge symbolique, les lieux d'angoisse, ou au contraire, les refuges affectifs liés à l'imaginaire du confort, de la protection, voire de la résilience. En définitive, la méthode de l'ATL9 nous rappelle que concevoir les espaces publics, c'est aussi écouter les imaginaires qui les habitent, car la ville se forme simultanément à travers une dimension objective et matérielle, mais aussi à travers une dimension subjective et symbolique, celle qui est ressentie, racontée, rêvée. Et c'est dans cette épaisseur symbolique et affective qui réside peut-être l'une des clés pour réinventer l'urbain.